Introduction. Apprenez à exploiter le plein potentiel créatif de votre équipe. Ed Catmull, président de Pixar et des studios Disney Animation, c'est un véritable maître de la créativité. Dans son livre Creativity Inc., coécrit avec Amy Wallace, il partage une leçon essentielle. Comment concilier l'innovation et la rentabilité. En tant que leader, il a dû jongler avec un dilemme constant. D'un côté, il fallait encourager des idées nouvelles et audacieuses. De l'autre, il devait s'assurer que les risques ne compromettaient pas la viabilité financière de ses entreprises. Et pourtant, il a réussi. Il a transformé Pixar en une société d'animation révolutionnaire, tout en sauvant Disney Animation Studios d'un déclin certain. Mais alors, quel est le secret de son succès ? Creativity Inc. dévoile tout. Des anecdotes sur sa carrière, des pièges à éviter pour les managers et des stratégies pour ne pas étouffer la créativité au sein d'une équipe. Ce snap explore ses enseignements et nous montre comment guider notre équipe vers l'excellence. Merci pour cette introduction. Dans le premier chapitre, on va plonger directement dans les principes fondamentaux de la gestion créative selon Ed Catmull et comment ces idées peuvent révolutionner votre manière de diriger une équipe. Chapitre 1. Les structures hiérarchiques empêchent un retour d'informations honnête, surtout envers les supérieurs. Dis-moi, est-ce que tu te sens à l'aise de partager des idées ou des critiques avec ton patron ? Pourquoi ce genre de retour d'informations, c'est si difficile dans une structure hiérarchique ? C'est une très bonne question et t'es pas du tout la seule à te la poser. Beaucoup de gens ressentent une peur paralysante à l'idée de parler franchement à leurs supérieurs. Ça les fait se sentir insignifiants ou mal placés. Mais ce silence, il peut être dévastateur aussi, et surtout pour l'entreprise. Pourquoi ? Parce que si les bonnes idées ou les vrais problèmes ne remontent jamais, il n'y a jamais rien qui change non plus. Et pourtant, il existe des solutions simples pour contourner cette barrière. Un exemple brillant vient de Pixar. Ils ont instauré une journée qui s'appelle Not Day, où toute l'entreprise se réunit pour donner son avis ouvertement sur la direction de la boîte, sur la hiérarchie. Et ça a changé la donne. Ce type de feedback brise les barrières des hiérarchies traditionnelles. D'ailleurs, c'est pas nouveau. Les Japonais, dans les années 40, ils avaient déjà inventé un système qui était plutôt ingénieux. C'est que chaque ouvrier pouvait arrêter la chaîne de production en tirant simplement sur un cordon s'il détectait un problème. Résultat, les employés se sentaient responsables et impliqués dans leurs tâches. En fait, en donnant de la responsabilité aux employés, c'est toute l'entreprise qui en tire un bénéfice. Du coup, c'est un système qui fonctionne surtout pour les grandes entreprises ? Et non, pas du tout. Que ce soit dans une start-up ou dans une multinationale, tout le monde doit sentir que sa propre voix compte. Par exemple, Ed Catmull, cofondateur de Pixar, rencontre ses employés individuellement pour comprendre leurs préoccupations. Ça donne un sentiment de sécurité et un sentiment d'importance à chacun. Et ça fait toute la différence. Mais attention, on va voir dans le prochain chapitre qu'il y a une autre peur qui freine l'innovation, la fameuse peur de l'échec. Chapitre 2. La peur de l'échec pousse les gens à préférer les voies familières plutôt que de prendre des risques. Alors, pourquoi est-ce qu'on a autant de mal à adopter le changement ? Qu'est-ce qui freine les gens selon toi ? Déjà, il faut préciser que c'est une réaction tout à fait humaine d'avoir peur du changement. Quand quelque chose de nouveau arrive, on a souvent peur de faire des erreurs. Et pire encore, on se dit que ces erreurs vont nous faire passer pour des incompétents. Par exemple, imagine un prof de guitare, il ne demandera jamais à un débutant de jouer un morceau parfait dès la première note. C'est tout simplement impossible, tout le monde le sait. Et pourtant, beaucoup ressentent cette pression à réussir immédiatement, sinon ça voudrait dire qu'ils sont en train d'échouer. Donc, tu penses que c'est plus qu'une simple peur de l'échec ? C'est ça, c'est aussi une peur de ce que les autres vont penser. C'est le jugement des autres qui est effrayant également, si on échoue. Et dans le monde des entreprises, ça devient un vrai problème. Beaucoup de gens préfèrent rester sur des routines connues, faciles et qu'ils maîtrisent, plutôt que de tenter des nouvelles choses. Ça peut paraître rassurant à court terme. Rester dans sa zone de confort, c'est très rassurant. Mais le plus souvent, ce que ça empêche, c'est l'innovation.
Ok, mais alors comment est-ce qu'on peut dépasser cette peur et encourager le changement? Il faut créer un environnement où les erreurs sont vues comme des opportunités d'apprentissage. Chez Pixar, après leur fusion avec Disney, Ed Catmull a reçu un plan ultra rigide pour stabiliser les objectifs de l'entreprise. Il a compris que ce genre de rigidité, ça tuerait la créativité des employés. Alors, il a rejeté ce plan en faveur de beaucoup plus de flexibilité. Ça montre qu'une entreprise, comme une personne d'ailleurs, doit accepter l'incertitude pour avancer. Dans le prochain chapitre, on va voir comment les leaders doivent reconnaître leurs propres limites et écouter leurs équipes pour mieux avancer. Chapitre 3. Les leaders doivent reconnaître leurs propres limites et écouter leurs équipes. Dis-moi, pourquoi est-ce que c'est si difficile pour certains managers d'accepter qu'ils ont tort ou qu'ils peuvent apprendre de leurs équipes? C'est lié à un phénomène qu'on appelle le biais de confirmation. En gros, on a tendance à donner beaucoup plus de poids aux informations qui confirment nos croyances et surtout à ignorer celles qui les contredisent. Ce biais, il est tellement ancré en nous qu'il peut nous rendre aveugles aux alternatives, même quand elles sont évidentes. Un psychologue britannique, Peter Watson, a montré que ce biais influence énormément nos prises de décision. Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret de ce biais, dans une entreprise par exemple? Bien sûr, imaginons une réunion chez Pixar. Un manager décide que les animateurs doivent suivre un processus rigide où, à chaque étape, on doit faire une validation avant de passer à l'étape suivante. Ça paraît très structuré comme ça, très productif, mais ça ralentit le travail parce que les animateurs perdent beaucoup de temps à revenir sur des erreurs au lieu de démarrer directement avec toutes les infos nécessaires. Une employée a alors proposé une solution pour contourner ce problème. Et devine quoi, le management a accepté d'écouter son idée. Le résultat, ça a été que le processus est devenu beaucoup plus efficace. C'est un bel exemple de ce qui peut arriver quand on accepte que des idées meilleures viennent non pas de nous-mêmes en tant que manager par exemple, mais de nos équipes. Donc, ce que tu dis, c'est que reconnaître ses propres limites en tant que leader, ça permet non seulement d'apprendre, mais aussi d'améliorer la performance de toute l'équipe. C'est ça. En plus, ça va créer un climat où tout le monde se sent vraiment valorisé. Dans le prochain chapitre, on va voir comment les employés se donnent encore plus à fond quand ils sentent qu'ils contribuent à quelque chose de grand. Chapitre 4. Les employés travaillent plus dur s'ils sentent qu'ils contribuent à l'excellence de l'entreprise. Alors, pourquoi le sentiment d'appartenir à une mission plus grande est-elle si importante pour la motivation des équipes? C'est plutôt simple. Sans un objectif clair, on a du mal à persévérer. Si ce qu'on fait n'a pas de sens ou ne mène à rien de concret, on abandonne très facilement. Et pourtant, c'est pas nécessaire que cet objectif soit ultra spécifique. À Pixar, par exemple, la quête de l'excellence, c'était une mission commune qui a poussé chaque employé à donner le meilleur de lui-même. Cette vision collective a permis de transformer des défis en opportunités. Pendant la production de Toy Story 2, l'équipe de Pixar a rencontré des problèmes majeurs qui auraient pu ruiner le projet. Mais parce que chaque personne croyait à cette mission d'excellence, ils ont travaillé jour et nuit pour trouver des solutions. Le résultat, c'est un film incroyable qui a rapporté 500 millions de dollars au box-office. Ok, donc une vraie réussite parce que chaque membre de l'équipe se sentait vraiment impliqué dans cette affaire. C'est ça, et c'est la reconnaissance du travail des employés qui a vraiment payé. Pendant la production de Toy Story, les techniciens et les artisans de l'animation se sentaient parfois sous-estimés par d'autres membres de l'équipe. Ils savaient qu'ils jouaient un rôle essentiel dans un projet historique. Cette conviction, ça les a poussés à ignorer les critiques et à continuer de donner le meilleur d'eux-mêmes. Quand les employés sentent que leur travail compte vraiment, ils dépassent leurs obstacles avec une détermination incroyable. Et justement, dans le prochain chapitre, on va parler d'une idée encore plus puissante. Ce sont les personnes qui comptent le plus, pas les idées ou les processus. Chapitre 5. Les personnes sont plus importantes que les idées ou les processus. Donc construire la bonne équipe est essentiel.
Alors, est-ce que avoir une idée révolutionnaire, ça suffit vraiment pour réussir dans le monde des affaires? Pas vraiment, c'est pas suffisant. Même la meilleure idée ne mènera nulle part si tu n'as pas la bonne équipe pour la mettre en œuvre. Prenons un exemple concret, quand tu utilises ton iPhone ou quand tu commandes un repas gastronomique, tu vois le résultat d'un travail d'équipe, pas seulement une idée brillante. En fait, ce qui fait la différence, c'est le mélange de talent et de compétences complémentaires qui collaborent pour atteindre un objectif commun. Donc, c'est pas juste une question de recruter les meilleurs talents? Pas seulement, ce qui compte, c'est de former une équipe diversifiée, avec des perspectives variées. Par exemple, Ed Catmull, à l'université d'Utah dans les années 60, a participé à un programme qui regroupait des étudiants aux intérêts très différents. Ils avaient une totale liberté pour expérimenter et collaborer sur des projets sans directive précise. Résultat, ils ont développé des idées incroyables, comme un des ancêtres d'Internet à l'époque. Tu veux dire que cette diversité a stimulé leur créativité? Eh ben oui, c'est ça, une équipe avec des membres aux expériences très variées peut s'inspirer mutuellement et trouver plein de solutions innovantes. C'est pourquoi les entreprises qui favorisent cette diversité réussissent mieux que celles qui misent sur des groupes plus homogènes. Et en parlant de collaboration, dans le prochain chapitre, on va explorer comment les managers doivent apprendre à faire confiance à leurs équipes et à leur donner le pouvoir de prendre des décisions. Chapitre 6. Les managers doivent faire confiance à leurs équipes et leur donner le pouvoir de prendre des décisions. Dis-moi, pourquoi c'est si important de donner plus de liberté et plus d'autonomie aux employés? Eh bien parce que sans autonomie, la créativité s'étouffe et la motivation disparaît complètement. Personne n'aime avoir un patron qui surveille tout ou encore pire, qui micromanage chaque détail. Chez Pixar, par exemple, ils ont mis en place le Brain Trust, une équipe composée de collaborateurs expérimentés qui examinent chaque film et le processus de production. Cette approche, elle permet de donner aux équipes le pouvoir d'avancer sur leurs projets sans être constamment dirigées. Mais est-ce que ça risque pas de créer du chaos si tout le monde fait ce qu'il veut? Eh bien pas vraiment, le Brain Trust donne des conseils, mais c'est toujours le réalisateur qui a le dernier mot. Cette balance entre autonomie et supervision permet à la créativité de s'épanouir sans perdre de vue les objectifs. En fait, faire confiance, c'est reconnaître que les gens sont experts dans leur domaine et qu'ils peuvent résoudre les problèmes mieux que leur manager. Mais qu'est-ce que ça implique pour les managers eux-mêmes? Eh bien, ça veut surtout dire recruter des personnes qui sont parfois plus talentueuses qu'eux-mêmes. Ed Catmull a une règle, il embauche uniquement des gens qui sont plus intelligents que lui. Il sait que c'est la clé pour des résultats d'exception. Et même si certains pourraient craindre que leurs nouvelles recrues finissent par prendre leur place finalement, eh ben lui, il voit ça comme un atout parce que ça pousse l'entreprise vers l'excellence quoi qu'il arrive. Dans le prochain chapitre, on va explorer comment un bon manager ne doit pas chercher à éviter les risques, mais il doit aider l'entreprise à se relever en cas d'échec. Chapitre 7. Le rôle d'un manager n'est pas d'éviter les risques et les échecs, mais de permettre à l'entreprise de se relever. Pourquoi certaines entreprises réussissent-elles à surmonter les échecs alors que d'autres s'effondrent face aux mêmes défis? Eh bien, c'est parce qu'elles intègrent des mécanismes de récupération dans leur processus. Au lieu de chercher à éviter les erreurs à tout prix, elles acceptent que l'échec fait partie intégrante de l'apprentissage. Chez Pixar, par exemple, ils appliquent des cycles itératifs dans leurs projets, ce qui signifie que chaque erreur devient une opportunité de progresser. Toute l'équipe partage la responsabilité des échecs et ensemble, ils travaillent à surmonter ces échecs. Ah ok, c'est plus un travail collaboratif. Tu veux dire qu'ils ne cherchent pas à pointer par exemple du doigt une seule personne s'il y a un problème. C'est ça, et ça fait une grosse différence. Ed Catmull l'explique très bien avec un exemple sur Monstres et compagnie. Le film a connu des problèmes énormes pendant sa production. Et pourtant, l'équipe a persisté. Ils ont retravaillé chaque problème encore et encore jusqu'à ce qu'ils trouvent la bonne solution. C'était long, c'était épuisant, mais ils n'ont jamais envisagé d'abandonner ni de critiquer une seule personne. C'est ça, accepter les échecs,
comme une étape vers le succès. Mais est-ce que ça risque pas de coûter cher en temps et en ressources à l'entreprise au final? Eh bien pas forcément. En fait, laisser les équipes échouer tôt dans un projet, ça coûte beaucoup moins cher que d'essayer de tout corriger à la dernière minute. Chez Pixar, ils permettent à leurs équipes de tester et de corriger leurs idées pendant les premières phases de développement. Cette approche rend les erreurs beaucoup moins coûteuses et surtout beaucoup plus riches en enseignement. Après tout, il n'y a personne qui est parfait et le meilleur moyen de gérer les échecs, c'est de tirer des leçons. Dans le prochain chapitre, on va voir comment l'environnement de travail joue un rôle clé pour stimuler la créativité de toutes les équipes. Chapitre 8. Les entreprises doivent considérer l'environnement de travail comme un outil pour stimuler la créativité. Alors, à quel point l'espace de travail peut-il vraiment influencer la créativité d'une équipe? Eh bien, beaucoup plus qu'on ne le pense. Imagine un bureau gris, stérile, un bureau un peu fade et sans personnalité. Ce genre d'environnement tue littéralement l'inspiration. À Pixar, par exemple, ils ont remarqué que même des petits changements pouvaient faire une énorme différence. Au début, leurs réunions avaient lieu autour d'une table longue et rectangulaire, ce qui créait une ambiance formelle et une ambiance hiérarchique. Les gens au milieu se sentaient marginaux, tandis que ceux aux extrémités dominaient la conversation. Ils ont remplacé cette table par une table ronde et ça a changé pas mal de choses. Chacun se sentait beaucoup plus à l'aise de partager ses idées. La fameuse table ronde. Ok, c'est intéressant, mais qu'est-ce qu'il en est du coup de l'individualité des employés? Eh ben, c'est essentiel. Quand Ed Catmull a visité les bureaux de Disney Animation après leur fusion, il a été choqué par leur ambiance froide et impersonnelle. Chez Pixar, chaque employé peut personnaliser son espace de travail comme il l'entend, même si c'est vraiment très excentrique. Et pourquoi ? Parce que l'expression de leur personnalité, ça favorise leur propre créativité. En plus, chez Pixar, ils ont instauré des journées spécifiques où les équipes peuvent explorer des projets personnels sans aucune contrainte. Ce genre d'initiative, ça permet d'innover tout en maintenant un haut niveau de satisfaction chez les employés. Donc le cadre de travail, ça se limite pas uniquement à l'aspect visuel, c'est aussi une question de liberté et de flexibilité, c'est bien ça? C'est ça, donner aux employés un environnement inspirant et du temps pour explorer leurs propres idées, ça les rend pas seulement heureux, mais ça peut aussi générer des innovations incroyables pour l'entreprise. Comme quoi, la créativité naît souvent dans un espace où chacun se sent valorisé et libre. En tout cas, merci d'avoir suivi ce snap sur Ed Catmull et la créativité selon Pixar. On va maintenant passer à la conclusion. Ce qu'il faut retenir de ce snap, c'est que le changement, avec toute l'incertitude et l'instabilité qu'il entraîne, c'est pas seulement inévitable, mais c'est aussi essentiel pour favoriser des environnements créatifs. Une culture d'entreprise véritablement créative repose sur 3 piliers. Construire une équipe solide et diversifiée, instaurer la confiance et cultiver un environnement propice à l'imagination. En intégrant ces 3 éléments essentiels, une entreprise peut non seulement s'adapter aux défis, mais aussi les transformer en opportunités par la suite. Merci en tout cas d'avoir suivi ce snap jusqu'au bout sur la créativité selon Ed Catmull et selon Pixar. Merci à toi aussi pour ce snap, c'était très inspirant, j'ai hâte de te retrouver dans un prochain épisode.